Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce Zoom un peu exceptionnel, car nous avons le privilège de recevoir Marc Menant. Alors Marc Menant, bienvenue. Bonjour Lucas. Quand même, vous êtes une figure incontournable de CNews, un conteur hors pair, un amoureux des belles lettres et de l'histoire. On vous connaît un peu moins quand même pour votre rôle d'écrivain, dont nous allons aussi parler aujourd'hui. Un homme au parcours exceptionnel, médiatique. Vous avez, je crois, commenté le Tour de France. J'ai fait 5 Tours de France. Voilà. Présenté la météo. Oui, vraiment... J'ai couru les 24 heures du Mans en tant que pilote 2 fois. Terminé la 2e fois 13e. Avec il me semble même que vous avez infiltré le Tour de France avec un vélo, oui, quelques kilomètres. Oui, sur quelques kilomètres. C'était en 1975, dans une étape qui partait de Melun. Sur un défi avec Jacques Vendroux, qui est aujourd'hui sur Europe 1, vieux camarade, qui m'avait dit « t'es pas chiche de monter sur un vélo ». Et je suis parti sur un vélo de l'équipe la moins riche, qui était l'équipe Jobot. Et je suis parti, ça a déplu à Eddy Merckx. Il y avait un coureur anglais qui s'appelait Barry Hoban, qui m'a fait une rétropoussette et je me suis retrouvé échappé sur le Tour de France. Ben justement, il y a plusieurs Marc Menant aux multiples facettes que nous allons tenter de découvrir. Mais avant cela, un peu de contexte. Alors comment on s'est rencontrés? C'était lors d'un débat de l'ICEP où nous avons parlé des médias. Et justement, cette question des médias, ces médias alternatifs, ces médias de transition, ces médias mainstream, comme on dit, c'est un triptyque que vous acceptez. Est-ce que, par exemple, CNews, malgré sa liberté de ton, peut être qualifié comme un média de transition? Non, non, d'abord parce que le fait qu'il ait une fréquence officielle le place néanmoins sous la surveillance de l'Arcom. Il peut y avoir de temps en temps des rappels à l'ordre. Mais c'est vrai que globalement, nous, quand on va à l'antenne, on n'est pas en train de se dire on risque d'écorner je ne sais trop quel principe, et on s'exprime. Et même la direction nous dit faites et dites ce que vous avez le plaisir d'exprimer. J'utilise à dessein le terme de plaisir, parce que je pense qu'on ne peut pas être sur un média si il n'y a pas en soi cette force, ce principe d'expression, de rencontrer l'autre. C'est une sorte d'offrande d'être là. Et par conséquent, je crois que c'est là l'un des éléments essentiels. On n'est pas à l'antenne pour être à l'antenne, pour se faire voir. On est là pour participer à une sorte de communion avec ceux qui nous regardent. D'accord. Et est-ce que vous, qui êtes passé quand même par des grands médias, RTL, ouais. TF1... Ah, je les ai tous faits, hein. Vous pouvez tous les citer. Alors, vous les avez tous faits, précisément, vous les connaissez bien. Ouais. 2 questions. Est-ce qu'ils ont perdu de l'influence par rapport à l'époque où vous avez commencé? Et qu'ont-ils perdu aussi du courage, de l'honnêteté, de la liberté? Quand j'ai débuté à RTL, c'était en 1973, et j'ai eu la chance d'être avec les derniers compagnons de Kessel, des baroudeurs. Des gars qui étaient partis à travers le monde, connus l'errance, les risques. Le voyage était une aventure en ce temps-là. Et on avait de fortes personnalités, des grandes gueules. Ce qui fait que même quand vous arriviez à la rédaction, c'était pas une rédaction, c'était pas un monde feutré. C'était une sorte de tripot où ça tapait le poker, où les uns et les autres s'interpellaient, où le grivois ne cessait de teinter. Il y avait là une ambiance qui vous prenait tellement, vous étiez accaparé par ce monde et vous ne le quittiez plus. Vous aviez du mal à franchir la porte pour regagner votre domicile. Et d'ailleurs, quand un événement était tellement prégnant, vous dormiez dans la rédaction, il y avait une douche. C'était donc une ambiance. Au fil du temps, il y a une sorte d'érosion, les choses se sont normalisées. Mais je dirais que ce n'est pas spécial aux médias. C'est la société. Dans l'histoire, on a les grands séismes, les moments où tout s'effondre. Pas spécialement une révolution, mais une guerre. Ces événements qui créent la rupture. Et à ces instants-là, quand le monde cherche à se réorganiser, on a besoin d'hommes forts, ceux qui se sont distingués à l'instant de la crise. Ils s'imposent naturellement et ils sortent de l'ordinaire. Mais ce qui est paradoxal, j'ai du moins ce sentiment, et après ça se vérifie au fil des générations qui s'enchaînent, ceux qui sont en place ont
allez, comment dirais-je, l'esprit de chercher à ne pas être trop contrarié par ceux qui sont à côté d'eux. Alors, ils choisissent comme bras droit des gens qui ont tendance à les flatter. On entre dans un monde qui, sans se l'avouer, est un principe de servilité. Il y a une sorte de sélection naturelle inversée. Voilà, les moins bons, voilà. Et au fil du temps, eh bien, les choses s'enracinent. Il n'y a plus rien pour troubler. On se sent bien et on se perd. On n'a plus les tripes. Et je crois que c'est comme ça qu'on est arrivé à se laisser infiltrer dans tous les médias par ce qui nous venait, en particulier des États-Unis, le wokisme. Cette folie invraisemblable où ce sont des concepts qui n'ont rien d'intellectuel. Mais comme ils sont en rupture, ils se disent « mais nous sommes la nouveauté ». Et la nouveauté est obligatoirement un éclat de grande intelligence. Non, c'est un enfermement. Mais au nom de je ne sais trop quelle valorisation qui passe d'ailleurs souvent par le diplôme, on a le droit de s'exprimer. C'est aussi le grand drame des experts. Il n'y avait pas d'experts avant. Vous étiez simplement quelqu'un, et en particulier dans le journalisme, tous ceux qui ont été nos pères ne sortaient pas d'une école, on n'imaginait même pas une école. On ne faisait pas carrière dans le journalisme, on était un peu là par hasard ou oui, par accident. Enfin, c'était les circonstances qui vous poussaient, vous partiez de votre province, et puis vous deveniez comme Albert Londres. Et ces gens-là allaient un jour ou l'autre taper, toquer à la porte d'une rédaction, on leur disait bah, « tiens, tu nous fais une piche, tu te mets dans un coin, tu ne nous emmerdes pas ». Et ils s'imposaient. Et ces gens-là étaient des fouineurs, c'était des bouffeurs de vie. Il n'y a plus de bouffeurs de vie. Et vous avez réussi à vous imposer puisque vous avez commencé par la marine marchande. Oui. et justement, pour CNews, média pour lequel vous travaillez, moi je me pose une question en tant que jeune, c'est l'avenir de ces chaînes qui sont des chaînes d'infos en continu, qui défilent, à part les émissions que vous avez le soir, qui recyclent aussi un petit peu des choses. Et les personnes les plus jeunes ne regardent plus ces médias. Est-ce qu'ils ont vraiment un avenir? Est-ce qu'ils ont vraiment encore une influence? Et une autre réflexion que je me fais, c'est que nous, on est plutôt un média alternatif à Télé Liberté, un média plus classique pour CNews. Et vous voyez, on est tous, vous êtes d'accord avec moi parce que finalement, tout à l'heure, finalement, vous me lancez en me disant... Finalement, vous m'avez convaincu, mais je me fais une réflexion quand je regarde parfois le CNews la journée. C'est... pour les médias mainstream, Poutine et Trump sont des fous. Pour les médias alternatifs, Macron est fou. Qui est fou finalement? Tout le monde est fou, personne n'est fou? Je crois que là, les trois sont fous. Là, vous avez trois mégalos. Alors qui s'expriment de façon différente ou qui expriment leur mégalomanie de manière très, très personnelle. D'ailleurs, le propre du mégalo, ça passe par son prisme. Mais les trois sont des gens qui ont perdu le sens de la réalité. L'ont-ils eu un jour, d'ailleurs? Alors chacun a un parcours qui le condamnait à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui et que nous avons à subir. Chez Trump, moi, ce qui me plaît, c'est sa bataille contre le wokisme. Mais en revanche, il y a nombre de positions qui sont siennes, qui sont intolérables. On a là le personnage qui est devant le monde, et comme s'il jouait au risque, vous savez, ce jeu, voilà. Et puis, il y a aucune cohérence, il n'y a rien. C'est la grande revanche par rapport à son père qui le méprisait quand il était tout gamin. Et là, c'est papa, t'es peut-être là-haut, mais je te montre que je suis le roi du monde. Et ce monde qui ne m'avait pas pris en considération, je me venge. Bon, c'est minable. Poutine, c'est l'ex-espion qui, un jour, par le sens de l'opportunisme, le sens de l'espionnage qui permet de s'infiltrer et qui, dans sa tête, a toujours été un homme de hiérarchie, c'est-à-dire un homme à la fois de l'obéissance, mais une obéissance qui doit conduire au pouvoir. Ce qui est extraordinaire quand on lit la biographie de Poutine... De Vladimir Fedorovski. Oui, entre autres, j'adore Vladimir. On voit quoi? On voit un personnage qui, dans un premier temps, est une sorte de fonctionnaire, d'une obéissance, d'une soumission totale. Mais cette soumission totale, comme elle lui permet de franchir les grades, il se servira de ce formatage pour éclater
ensuite en chef, parce que les circonstances lui ont permis de devenir chef. Et quand il était dans l'obéissance, il ne discutait pas celui qui était au-dessus de lui. Eh bien maintenant, c'est lui qui est au-dessus, à tout le monde d'obéir. Quant à Macron, j'ai l'impression que c'est un adolescent attardé. C'est un gamin, alors lui, il n'est pas avec le risque, il est avec son petit train électrique. Et il se regarde tous les jours et mire son nombril en se disant « Mais vas-tu briller encore plus qu'hier aujourd'hui ?» Voilà. Et c'est pas avec ça que l'on peut envisager, dans un monde qui connaît les grands bousculements et basculements liés à une technologie qui redonne une obligation de penser la société, il n'y a pas d'intelligence chez aucun des trois. Mais je dirais qu'on pourrait presque généraliser ça à tous les hommes politiques. Ah oui. Quand vous les écoutez, donnez-moi un seul qui aujourd'hui dise voilà. Depuis 3 siècles, on est dans une logique d'un monde qui s'est construit, et on pourrait même remonter avant, mais disons, qui s'est rationalisé à partir du commerce et qui a fait du productivisme une logique, parce qu'il faut produire pour vendre, et c'est ce système qui, après, permet de créer de la richesse et d'avoir un ordre social. Sauf que ce qui était vrai à une époque, et qui posait des questions, ce qui est formidable, c'est de regarder notre 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'époque d'une sorte de guerre civile qui dure 1 an, en France en particulier, avec la fin de l'Empire, la Restauration de la Restauration, je dirais, avec Charles X qui veut réimposer, non pas la foi elle n'a jamais été menacée en France, mais il veut réinstaurer le principe d'une religion forte. C'est pour ça qu'il éradique de toutes les structures académiques les laïcs. Il n'y aura plus dorénavant que des ecclésiastiques. De là, forcément, tout ça avive ceux qui envisagent un monde issu de la Révolution, un monde qui ne veut pas retomber sous la coercition. Et là encore, j'insiste là-dessus, non pas de reniement de la foi, mais de la liberté de pouvoir éventuellement douter, ne pas être d'accord. Mais je n'ai jamais lu chez un seul révolutionnaire, même Robespierre. Robespierre est un déiste. Robespierre, quand il fait la grande... Le culte lettre de suprême. Oui. Ouais. Donc il dit, oui, alors il ne veut pas dire Dieu, parce que ça serait faire allégeance à l'Église. Mais il dit, l'être suprême, c'est Dieu. En revanche, je ne veux plus de ceux qui jusque-là étaient les exploitants en quelque sorte de cette toute-puissance. Oui, il a substitué un ordre par voilà. Et après tout ça, on ne va pas faire l'histoire, mais le 19e siècle permet de voir arriver les nécessités de lutte syndicale. N'oublions pas, les gamins travaillaient dès l'âge de 4 ans, 14 heures par jour. Guy Hermé, le médecin, fait un rapport en 1832 en disant « Mais nos jeunes, à 25 ans, sont des vieillards qui ne tiennent plus debout. » Et tout cela aboutit à quoi ? À des organismes en décrépitude. Qui dit organisme en décrépitude, qui en plus souffre de respirer tous les acides, etc., toute la chimie dont on se sert pour développer ce monde industriel. Et ça donne des santé précaires qui font mourir jeunes. Et après, on nous dira, mais heureusement qu'il y a eu la médecine, parce que grâce à la médecine, on vit plus vieux. Non, regardez quelles étaient les conditions de vie de nos ancêtres à l'ère industrielle et même avant. C'était impossible d'imaginer qu'une physiologie tienne dans ces conditions-là. Je profite pour rebondir, parce que justement, nous parlions des fous, une période où nous avons certainement été fous, c'était celle du Covid. Ouais. Et la crise sanitaire a révélé quand même un climat d'intolérance médiatique, des médecins censurés, des débats interdits. Et TV Liberté, on peut, je pense, en targuer, avait été un espace de libre débat
de débats non conformistes sur cette question. Et justement, vous avez écrit sur ces sujets plusieurs ouvrages. La médecine NUTEU, oui. Médecine, régime, la terrifiante imposture, et le dernier, l'inquiétante histoire des vaccins. Voilà, donc ça prouve que vous êtes un homme libre sur cette question. Oui, mais je veux être libre dans tous les domaines, quitte à perdre ma petite position. Ben c'est justement ça qu'on peut reconnaître et admirer, parce que quand on est sur sous l'égide de l'ARCOM et de l'ex-CSA, à l'époque du Covid justement, avec CNews, et c'est une question honnête, est-ce qu'on s'auto-censure pas un petit peu? Est-ce qu'on dit tout sur la question du Covid? Très objectivement, j'ai essayé de dire tout ce que je pensais est acceptable, non pas uniquement pour l'ARCOM, mais pour l'ensemble de la population. J'ai fait tout un travail sur l'histoire des vaccins. Et déjà, ça m'a fasciné, c'est quand, il y a plus de 10 ans, 15 ans, pour la première fois, j'ai été à la Bibliothèque nationale et j'ai ouvert les carnets de Pasteur. J'ai ouvert aussi les carnets de ceux qui étaient dans son entourage. Et j'ai découvert la vérité sur la création, l'invention du vaccin contre la rage. C'est une imposture totale qui est consignée dans les écrits de Pasteur, dans les écrits de Roux, Émile Roux, qui était son principal adjoint et qui explique comment ils ont triché pour masquer les drames qui suivaient certaines vaccinations. Et ça, j'en ai parlé à des copains médecins. Quand la première fois, un ou deux étaient au contact de ce que j'appelais, moi, une vérité indubitable, puisque c'était eux les auteurs qui la révélaient, ils me disaient, mais c'est pas possible. On est allé à la fac, on nous l'aurait dit. C'est ça qui est extraordinaire. La certitude universitaire. Oui, mais c'est-à-dire, mais comment elle naît? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les couches qui s'accumulent. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement entériné. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui malheureusement est mort aujourd'hui. Il était docteur en philosophie, il était docteur en médecine et psychiatre. Il s'appelait Serge Tribolet. Et Serge, le jour où je lui dis, mais quand même Serge, voilà la vérité de Pasteur. Alors il a lu, il dit, mais c'est pas possible, et moi qui me veux être constamment dans un principe d'interrogation, j'ai gobé à l'université comme ça sans me poser de questions. Oui, parce que c'est tellement là, indubitable. Bon, d'accord, on va pas perdre son temps à revisiter les éléments, les fondements. Les fondements, ils sont acquis une bonne fois pour toutes. Eh bien non. Les fondements ne sont pas des vérités. Il faut savoir les batailler. Et à partir de là, j'ai décidé d'essayer de savoir, est-ce que le principe de notre médecine qui est lié sur cette hypothèse, sur ce fondement, la maladie est quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous emporte et qu'il faut batailler. Est-ce que c'était recevable ou le monde qui nous a constitués, le Dieu qui nous a inventés, si Dieu il y a, dans les rouages qu'il a mis en place, n'a-t-il pas fait en sorte qu'il y ait une sorte d'homéostasie permanente? Et que par conséquent, et sinon d'ailleurs, comment, même si les conditions que j'ai évoquées très rapidement il y a quelques instants, faisaient que l'homme mourait souvent jeune, mais vous avez des gens qui meurent à 90 ans, à 100 ans, et ça, dans le fil de l'histoire, à partir du moment où on a des données tangibles, c'est-à-dire à partir de François Ier, il y a des gens qui vivent très, 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 très vieux, sans compter la légende de Mathusalem. Et à partir de là, s'il y a des individus qui peuvent vivre aussi vieux, qu'est-ce qui leur permet de prétendre atteindre un tel âge? De la même façon, dans la nature, vous avez les tortues qui vivent 250 ans, les éléphants qui vivent 150 ans. Ça prouve bien que le principe de vie peut tenir des dizaines et des dizaines d'années. Donc pourquoi nous nous serions condamnés à être, alors qu'on semble
bénéficier d'une créativité encore plus subtile, on serait condamné à disparaître prématurément. Et seule la maladie viendrait nous infiltrer. N'est-on pas les créateurs de notre maladie? Créateurs de notre maladie dans les conditions de vie telles que je les décrivais. Oui. Nos façons de manger aujourd'hui, etc. Oui, etc. Et pourtant, on a une société de plus en plus hygiéniste. Non, mais alors c'est là, l'hygiénisme, c'est justement le contre-pouvoir à la dictature médicale. L'hygiénisme, c'est quoi? C'est de se lever le matin et de se dire comment je peux me donner, lever l'énergie nécessaire pour me propulser dans l'existence. Comment faire en sorte que la flamme, l'étincelle de gaieté puisse irradier tout mon être et que j'ai envie de bouffer l'existence. Et cela, ça ne peut pas se faire par hasard. Donc, qu'est-ce que j'investis pour avoir le droit de mirer une vie qui sorte de l'ordinaire, qui connaisse un bel éclat au quotidien? Et c'est là où je crois, oui, il faut être dans un hygiénisme, il faut veiller à ce que l'on mange, il faut avoir une pratique sportive. Alors certains diront, oh, tout ça c'est de l'aliénation, les petits plaisirs de la vie. Mais est-ce vraiment des plaisirs si les plaisirs vous condamnent à un jour avoir une érosion de vos capacités, si un jour vous tombez dans l'inerte alors que vous seriez encore un gaillard porté par la vaillance si vous aviez fait attention à votre quotidien? Est-ce que véritablement c'est simplement flatter le gosier qui est essentiel, ou est-ce qu'il n'y a pas dans la vie, à travers l'art, il y a tellement de domaines pour nous enchanter, pour nous sublimer, on ne peut pas se réduire à passer à table. De la même façon, quand on dit oh, un bon petit coup, oh, t'es triste, toi tu bois pas. Moi j'ai jamais bu une goutte. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit quand j'étais gamin, est-ce que c'est un artifice qui doit me permettre de me tourbillonner en joie? Non, ça doit venir de moi. Mais vous trouvez les propres ressources. Ben voilà. Mais alors vous avez fait changer en mon esprit la définition de l'hygiénisme parce que je l'entendais davantage comme l'aspect négatif des masques, du gel hydroalcoolique omniprésent, de toute cette période. Ah oui, non, moi je suis revenu à l'hygiène. Non mais Lucas, vous avez raison. Il a été un peu dévoyé ce sens. Mais tout est dévoyé. C'est ça le grand drame. C'est le principe d'inversion générale. Et comme on a de moins en moins de vocabulaire, qu'on parle de l'intelligence artificielle tout à l'heure, vous disiez, est-ce que les médias institutionnalisés, les autres, quel est leur avenir? Mais il n'y a pas d'avenir. Parce que c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une sorte de supra-ordinateur qui a les meilleures données de la création humaine. Et il suffit de donner quelques indications, l'ensemble se met en branle, synthétise et vous sort quelque chose de majestueux. Comme vous n'avez plus de vocabulaire, qu'éventuellement vous êtes habitué à appuyer sur le bouton pour qu'il sorte une synthèse, vous perdez la capacité à la réflexion. Vous perdez surtout la jubilation de la réflexion. C'est ça le grand drame. Et un journaliste aujourd'hui, comme je les ai vus fonctionner pendant des années, vous avez les dépêches de l'AFP qui arrivent. Et vous êtes là, assis à votre bureau, vous n'avez pas besoin de bouger, vous prenez votre crayon, et avec la dépêche de l'AFP, la dépêche de machin, vous gribouillez quelque chose que vous allez lire à l'antenne. Où est la créativité? Vous mettez l'intelligence artificielle, elle fera certainement mieux, parce qu'elle ira chercher la patte de Kessel ou d'un de nos grands maîtres, et ça donnera quelque chose de plus rutilant. Et justement, peut-être que la porte de sortie, c'est ce que vous faites présentement, c'est d'avoir cette verve, cet aspect littéraire qu'on connaît aussi un peu moins de votre parcours. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on s'y arrête. Avec grand plaisir. Vous avez d'abord, je l'ai dit, commencé par la marine marchande. Et votre premier roman, il est sorti en 1981. Il s'intitule « Les mercenaires de la mer ». Alors cela me parle parce que je suis breton moi-même. Et avec les marins et les autres, vous évoquez tout au long de votre parcours littéraire la figure du héros, du mythe. Oui. Pensez-vous que notre époque tue le héros et le mythe? Existe-t-il aujourd'hui des héros? C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. On en revient à cette société qui s'avachit. On est dans l'avachissement. Le système, plutôt
que faire émerger des hommes et d'en avoir le désir, a cherché à fabriquer des consommateurs. Il y a parfaitement réussi. Ce qui fait que quand on est dans la consommation, on est dans une satisfaction que vous achetez. Il n'y a pas d'engagement. Pour être un héros, son propre héros, c'est quoi être un héros? C'est le matin, comme je le disais tout à l'heure, de se lever et dire aujourd'hui j'ai tenté quelque chose que jamais, jamais, jamais je n'avais osé jusque-là. Est-ce que j'en suis capable? C'est, puisqu'on est avec la littérature, d'aller lire, 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 d'avoir son petit cahier de vocabulaire et précieusement de noter ce que vous découvrez ou de rafraîchir le sens. Alors vous les mettez, vous les placez là, comme il faut, vous recopiez la définition, vous vous obligez à l'exercice de les faire travailler. C'est-à-dire que vous devenez en quelque sorte un dompteur de mots. Vous êtes celui qui, le matin, va ouvrir la cage du fauve et qui lui dit « Maintenant, je vais te faire effectuer je ne sais trop quel exercice. » Et c'est ça la jouissance de l'expression, qu'elle soit orale ou écrite. Prenez les livres aujourd'hui, c'est du travail de dactylo. Alors on vous dit, quelle histoire? Mais on s'en fout de l'histoire. L'intelligence artificielle, elle peut vous faire une histoire. Il y a un meurtre, il y a ceci, vous mettez les ingrédients dans le mixeur et ça va vous faire une intrigue qui tiendra à peu près correctement. Donc ce n'est plus là où on le voit, la créateur, c'est le musicien. C'est être le Mozart, le Beethoven. Beethoven encore plus que Mozart. Non pas que Mozart soit un petit créateur, mais Beethoven est dans la rupture complète. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'écrivain, pour offrir à mon lecteur quelque chose de différent? C'est comme en science. Je ne suis pas le continuateur, et là, de la médecine, comme elle s'est institutionnalisée. C'est est-ce que cette veine-là est véritablement la bonne veine ou est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir? Et là, vous êtes dans un saut quantique. Vous sortez de ce qui est établi pour proposer quelque chose de différent. Nous sommes tous des battleurs de choses établies qui nous donnent un statut d'intelligence artificielle. Et si on veut s'inscrire dans cette conquête du héros intellectuel ou physique, il faut oser la rupture, il faut oser être dans autre chose. Et ça demande des efforts énormes. Le premier élément de manifestation du diable, c'est de nous accaparer par la fainéantise. Il nous faut, au quotidien, lutter contre ce principe de « Oh, ça fait du bien de rien foutre ». Oui. Le droit à la paresse, on avait parlé de ça. Oui. Et vous n'êtes pas un paresseux, Marc Menant? Oh, si, je suis un paresseux, mais je me bats contre ma paresse. Je ne pense pas. Merci, Parce que je suis un jouisseur. Mais vous avez raison. Un libertin, du moins. Ouais, les deux se conjuguent très bien. Merci beaucoup, Marc Menant, de nous avoir accordé ce temps. Et à très bientôt sur TV Liberté, j'espère. Merci.